Bienvenue à cette journée Sciences de l'Esprit sur la peur. C'est la 9e journée que je fais au centre. On a déjà étudié 9 émotions, 9 facteurs mentaux. Et récemment, je me suis dit que on pouvait rajouter une traduction parfois pour certaines de nos émotions. Les sentiments, c'est quelque chose qui n'est pas traduit de l'anglais, qui a été la langue que j'ai utilisée pour apprendre les émotions. Mais les sentiments, ça pourrait être assez juste pour traduire parfois ce que sont ces facteurs mentaux. Donc la journée d'aujourd'hui va se dérouler de la manière suivante. On va avoir 2 expériences, une ce matin, une cet après-midi. Ça s'appelle Sciences de l'Esprit parce qu'on fait des expériences mentales avec les mêmes étapes que le protocole expérimental, donc avec une phase d'observation, une phase d'hypothèse, une phase d'expérimentation à travers la méditation, une phase d'évaluation, de conclusion, 4 phases donc. Et on va faire une expérience ce matin, donc un peu de méditation ce matin sur l'observation de ce qu'est la peur. On va essayer de la définir tous ensemble. Et puis cet après-midi, on va explorer les leviers, les boutons qui activent la peur. Parce qu'en désactivant ces boutons-là, on désactive la peur également. Donc, ce matin, on va être plus porté sur la définition, savoir l'observer en nous, et cet après-midi, savoir que faire avec la peur, savoir comment la transformer. OK ? Donc, on va faire une session de 10h à 11h30, une autre de midi à 1h, une autre de 14h30 à 15h30 et une autre de 16h à 17h. On devrait avoir terminé à 17h. Voilà, donc on va faire un petit peu de calme mental pour commencer, sur le souffle, pendant une quinzaine de minutes à peu près, avant de débuter cette journée, pour déjà un petit peu affiner le pouvoir de notre concentration, qui va nous être bien utile aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre une position confortable, que vous soyez assis sur un coussin ou sur une chaise, ou sur le coussin d'une chaise, ça arrive aussi. Et on va travailler à parfaire un petit peu cette position de méditation en portant attention aux diverses parties de notre corps, commençant par nos pieds, et dissoudre, si on les aperçoit, les diverses tensions qui pourraient demeurer ça et là. Les mollets, les cuisses, les fessiers, l'abdomen, et comme l'abdomen est engagé dans l'action de respirer, on peut également détendre cette respiration autant que possible, avec patience. Détendre également le torse, le dos, les épaules, les doigts, les mains,
les bras. Veiller à ce que nos bras tombent bien sous leur propre poids, pas qu'il demeure dans ces bras une tension, c'est-à-dire une action musculaire qui n'a pas de fonction particulière. Le cou. On observe à nouveau les épaules, parce que c'est souvent dans les épaules que demeure le plus de tension. Tendance à tenir un peu les épaules surélevées. Le visage. Les lèvres. La mâchoire. Les yeux. Le tour des yeux. Le front. Et maintenant, un peu plus rapidement, et on va le faire chacun de notre côté, on va observer en séquence, plus rapidement, comme si on allait de nos pieds à nos jambes, comme une vague qui monte, cette vague de conscience qui va observer dans les diverses parties de notre corps s'il subsiste à ces endroits des tensions, comme si c'était une vague de détente en fait, qui part des pieds, qui monte jusqu'au sommet de la tête. Puis du sommet de la tête à nouveau en direction de nos pieds, qui englobent tout le corps. En fait, on fait l'exercice qu'on a fait précédemment, mais un peu plus rapidement. Chaque fois qu'on est conscient d'une partie de notre corps, on dissout les tensions si on les aperçoit, et si on ne les aperçoit pas, on installe un peu plus ces parties dans une immobilité calme, détendue, pas simplement une absence de mouvement, mais cette immobilité du repos, de la tonicité, du calme, de la concentration.
Et lorsqu'on inspire, on a l'impression que cette détente qui part de nos pieds, elle monte jusqu'à la tête et pendant l'expiration, elle va de la tête jusqu'aux pieds. Un souffle calme, un souffle qu'on établit dans son rythme naturel, pas nécessaire de le forcer, de le rendre plus lent. Lorsque j'inspire, je détends toutes les parties de mon corps, des pieds jusqu'à la tête. Et je fais de même pendant l'expiration, de la tête jusqu'aux pieds. Ok, on peut faire une petite pause, simplement rétablir notre posture. Surveiller que de nouvelles tensions ne sont pas installées dans le corps et veiller à ce que ce corps exprime encore et même un peu plus cette détente, ce calme, parce que dans la pratique de la concentration, il y a une emphase particulière qui est mise à la staticité, le fait de demeurer totalement immobile. Et c'est quelque chose qui n'a pas tellement de valeur, l'immobilité en général, mais dans la méditation, elle a une grande valeur, cette immobilité. On doit non seulement la reconnaître, mais la revendiquer, cette immobilité, s'installer dans cette immobilité. C'est cette immobilité qui permet aux vaguelettes des pensées de s'apaiser et que notre esprit puisse regarder dans les profondeurs de cet océan de l'esprit. C'est vraiment l'image qui est prise. Et tant que l'immobilité n'est pas installée dans notre corps, dans notre esprit, alors c'est difficile de voir à l'intérieur, en profondeur. Donc cette immobilité est salutaire, elle est importante, nécessaire, et on va s'y installer un peu plus, toujours avec ce même exercice de méditation. J'inspire et j'ai l'impression que cette détente irradie les muscles, les diverses parties de mon corps, des pieds jusqu'à la tête, et sur l'expiration, qu'elle vient pénétrer chacune des cellules de mon corps, de la tête jusqu'aux pieds.
On fait une petite pause, on rétablit notre corps, sa posture, on vérifie que dans les épaules, les tensions ne sont pas réinstallées, dans les mains. Et on va fixer à nouveau notre esprit sur ce phénomène, cette chose qui existe, qui est notre capacité à pouvoir gagner en détente, simplement en observant notre corps avec une intention particulière, et que cette intention particulière soit une forme de bonté, de faire du bien à notre propre corps, et quand l'esprit fait du bien au corps, l'esprit lui-même bénéficie de cette détente. On va reprendre à présent. Alors j'espère qu'on va avoir le temps dans la journée de revenir un petit peu sur ce qu'on vient de faire, parce que dans le sujet qui est le nôtre, de la peur, cette détente, elle est essentielle pour, si ce n'est traiter, en tout cas apaiser la peur. Donc je vous l'ai dit, on va découper cette journée, cette matinée en 4 parties. La première, c'est l'observation, c'est sur la partie sur laquelle on va passer le plus de temps, essayer d'observer qu'est-ce que la peur. Et d'habitude, je viens un peu avec des définitions parce que je les ai étudiées. On étudie ce texte de Kachen Yeshe-Gyelsen dans le programme que j'ai pu suivre au monastère de Nalanda, qui expose 51 facteurs mentaux, 51 émotions, 51 sentiments, on peut dire. Il y en a 51, et dans les 51, il n'y a pas la peur. Donc, je n'ai pas trouvé de définition, de la peur. Je ne sais pas exactement comment elle est définie. Elle est présente souvent dans les enseignements, on en entend souvent parler, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment défini aussi clairement que la bienveillance, l'effort joyeux, la sagesse, l'ignorance, les perturbations mentales qui ont toutes des définitions, pas nécessairement une seule définition, mais des définitions données par différents maîtres à divers moments de l'histoire, ou qu'on retrouve dans les sutras, dans les discours du Bouddha. Donc la colère, la peur, je ne l'ai pas vraiment trouvée. Et on peut se poser la question pourquoi elle n'est pas présente.
peut-être que cette journée va nous permettre d'en savoir un peu plus, de répondre à cette question, pourquoi elle n'est pas présente dans ces 51 facteurs mentaux. Ce n'est pas une liste exhaustive, ces 51 facteurs mentaux. Il y en a certains importants qui n'y figurent pas. Mais en tout cas, c'est une bonne liste pour commencer. On dit qu'en général, il y a 80 000 types d'émotions différentes qui sont synthétisées en 51. Et quand on a déjà les 51, on a déjà les principales. Il en manque quelques-unes, par exemple, l'amour, la bienveillance ne figure pas dans les 51. Elle figure un petit peu à moitié dans certaines, c'est-à-dire que c'est comme si on avait une part de gâteau et l'amour, elle chevauche de parts, en fait. On la retrouve dans certains des facteurs mentaux, mais pas vraiment la bienveillance. Or, on en parle souvent et elle est définie dans d'autres textes, mais en tout cas, dans le texte que j'ai pu étudier, pas vraiment. Donc, cette peur, on va essayer de la définir ensemble et ça va être un travail de groupe parce que je ne viens pas avec une définition systématisée par des maîtres du passé. On va essayer de proposer la nôtre par l'observation, par la logique, parce que c'est ce qu'on fait dans le débat finalement. Quand on apprend le débat tibétain, il y a le challenger qui est debout et qui va tester la définition que donne à un phénomène celui qui est assis. Et celui qui est assis va proposer la définition de l'effort joyeux, quelque chose, et l'autre, avec la logique, doit éprouver si elle est à l'épreuve des flammes, cette définition. Avec ce paramètre que la définition, elle vaut pour ce phénomène et pas pour d'autres, et que s'il n'y a pas la définition dans un des cas, c'est-à-dire que la définition, elle n'est pas correcte. Il faut que la définition soit, on puisse la retrouver dans tous les cas de ce definiendum. En fait, la définition, c'est la chose qu'on définit. Dans un dictionnaire, quand on regarde la définition, on voit des phrases. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition. Et le terme défini, on appelle ça le definiendum. Si on regarde la peur dans le dictionnaire, peur, ça va être le definiendum, et la définition, c'est la définition. Donc, nous, on va essayer d'établir une définition, ce qui n'est pas juste un travail intellectuel, hein. C'est pour déjà essayer de vraiment avoir une idée sûre de ce que la peur n'est pas également. Parce que quand on voit ce que la peur n'est pas, on a déjà les idées beaucoup plus claires. On va définir est-ce qu'elle est bonne ou pas, la peur, est-ce qu'elle a une fonction qui est bénéfique ou pas, est-ce qu'elle est consciente, inconsciente, est-ce qu'elle a trait au passé, au présent, au futur, est-ce qu'elle est conceptuelle ou pas, est-ce qu'elle est dans le corps, est-ce qu'elle n'est pas dans le corps, où est-ce qu'elle se situe, pour vraiment avoir une image claire de ça, à partir de quoi on va établir une hypothèse et on va méditer dessus ce matin. OK ? Voilà le plan de la journée. Donc là, je vous écoute. Hein. Alors déjà, est-ce que la peur, elle est physique ou elle est mentale? Ou les deux? Ou pas du tout? Je dirais les deux. Tu dirais les deux. On peut traduire des fois dans des sensations physiques. Alors, je vais peut-être monter un peu le micro. Peut-être je suis un peu loin aussi. Ah d'accord, ok. Oui, Aïda, tu dis? Qu'elle peut se traduire par des sensations physiques des fois aussi. Oui. Alors, d'accord. Quelqu'un veut... Elle peut être les deux? Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que je dirais qu'elle est d'abord mentale et que si elle n'est pas bien traitée mentalement, elle devient physique. Alors, tu peux donner un exemple de quelque chose qui est physique, une peur physique? C'est quand on arrive à la tétanie. La tétanie, oui. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Ah ouais? Mm. Ok. La tétanie. Et ça, c'est de la peur, la tétanie? On est tétanisé, on ne peut plus bouger. Enfin, le corps, il se met à trembler. Enfin, c'est assez physique, là, pour le coup. Même si ça venait du mental à la base, c'est devenu physique. C'est-à-dire qu'on est submergé par la peur. Et donc, là, voilà. Ok. D'autres expressions physiques de la peur?
Moi, On connaît pour les êtres humains. On n'est pas des araignées qui se… Ah bah justement, ça m'est arrivé aussi parce que j'ai la phobie des araignées, Ah oui, d'accord. au point que je ne sais pas si je retournerai à Saint-Cosme. Et en oui. fait, c'est vrai. Et j'en ai très très peur. Alors je le ressens dans ma tête et dans mon corps. Quand j'en vois une grosse, je crie, je m'enfuis. Et ça m'est arrivé aussi d'être paralysée complètement, de ne plus pouvoir bouger du tout. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Ouais. Donc vous Alors, avez déjà… Oui, Catherine? oui, bah oui, pardon, je rebondis parce qu'il se trouve que j'ai également une phobie des araignées. Et donc, c'est quelque chose sur quoi j'ai été amenée à beaucoup réfléchir. Et je me suis toujours interrogée sur le mot peur. Parce qu'on dit qu'on a peur, mais moi, j'ai tendance à penser, mais je ne suis pas du tout sûre d'avoir raison, que ce n'est pas exactement une peur. Justement, c'est ma question là qui me vient tout de suite. Est-ce que la peur et l'angoisse, c'est la même chose? Parce que moi, la phobie des araignées, ça se manifeste par une terrible angoisse. Et il me semble que angoisse et peur, c'est deux choses différentes, mais je n'en suis pas sûre. Oui, c'est pour ça que je rebondis. Alors ça, en termes de débat, on va pouvoir se poser la question, est-ce que la peur et l'anxiété ont ce qu'on appelle un locus commun, c'est-à-dire une base commune? Est-ce que l'anxiété, c'est nécessairement de la peur? Voilà. Est-ce qu'il y a de la peur qui n'est pas de l'anxiété? Quelle est la différence entre les deux? Vraiment Comment on une peut question, définir les deux? c'est vraiment une question importante parce que souvent les gens me disent mais pourquoi tu as peur, elle peut rien me faire. Mais je sais parfaitement qu'elle peut rien me faire. Rationnellement, je n'ai pas la peur rationnelle de l'araignée, je n'ai pas peur qu'elle me tue. Mais dans mon angoisse, il se passe des choses, des images, des projections. Et c'est pour ça que je voulais poser cette question. Ok, d'accord. Alors, revenons un petit peu au corps. Oui, Catherine? Oui, je voulais dire, pour moi, l'angoisse, c'est une projection. Il n'y a pas une réelle menace immédiate. La peur, par exemple, si j'entends un bruit très très fort à côté de moi, là, j'ai une réaction physique nerveuse immédiate par le système sympathique. Alors que l'angoisse, il y a déjà, je pense, un recul ou alors un phénomène inconscient. Et l'angoisse a aussi un impact physique. Je pense qu'il y a une question d'objet et de conscience. Mais pour moi, une peur, comme on voit les animaux, un chien qui entend un bruit, il va s'aplatir ou il va partir en courant. Il n'y aura pas réfléchi, c'est une réaction instinctive. Et je pense qu'on a ce côté-là très instinctif physique. Et l'angoisse, par contre, elle est peut-être en lien avec notre inconscient, nos expériences. Et c'est plus une projection mentale. Et sinon, je vais rajouter une petite chose. J'ai très peur des araignées aussi, enfin, si elles sont grosses. Et j'ai un attrape-araignée. Et quand je vais à Saint-Côme, je l'emmène. Comme ça, je ne les tue pas, mais je les mets dehors. Je vous montrerai ce que c'est si vous voulez. Ok, ben merci. Je vois qu'il y en a déjà 3 qui ont peur des araignées. Ça va, Philippe? Vous avez peur des araignées, non? Mais non, je voulais juste ajouter, Catherine, l'angoisse aussi, c'est très corporel. Hein. Ah, tout à fait. Ah, on est d'accord. Hein. Pour moi, on n'est pas dans la même temporalité. Je pense que l'angoisse, effectivement, ça peut être même beaucoup plus fort. Pareil, mettre en jeu le système sympathique, le rythme cardiaque, la dilatation des pupilles, etc. Mais c'est l'objet qui, pour moi, n'est pas tout à fait le même. L'angoisse, c'est, j'imagine, quelque chose qui pourrait se passer. La peur, enfin, moi, je l'interprète comme ça. La peur, ça va être plutôt en lien avec une menace immédiate. Mais bon. Ok. Alors, on va l'explorer, voir si c'est… Je suis d'accord avec Catherine. Moi aussi. La peur, pour moi, c'est faire face à un danger. Ça permet de faire face à un danger. Pardon? Je disais que la peur, ça permet de faire face à un danger. Ouais. Donc, avec tout ce que vient de dire Catherine. Alors, on va continuer juste parce qu'on en a plusieurs à explorer de ces… Oui, Nathalie? Ouais, ok. Pour moi, la peur, c'est comme un symptôme pas d'une maladie, c'est un peu fort, mais c'est un signe de réaction à quelque chose de plus profond.
par exemple, un bruit inconnu va me faire peur parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça va soulever une inquiétude, mais c'est parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Si je sais que c'est, je l'identifie très bien comme un pétard qui explose le 14 juillet, je vais me dire, ok, c'est ça. Maintenant, si ce n'est pas le 14 juillet et que ça y ressemble, mais que ça pourrait être un coup de feu, par exemple, donc du coup, ça va créer une peur et ça va m'insécuriser. La même chose sur les rapports humains. Par exemple, je me crée une peur. Bon, je vais prendre un exemple très concret que je suis en train de vivre. Dans un rapport avec mon frère familial, on renoue en ce moment parce qu'on a des choses à régler au niveau familial, enfin des papiers, etc. Et quelque part, comme on ne se voit jamais et que j'aimerais bien, mais bon, ça ne se passe pas, la peur, c'est une fois que tous ces papiers seront terminés, la peur, c'est je me crée une peur que ce lien ne se crée pas, ne perdure pas après. Donc, c'est complètement quelque chose de mental. En lien avec l'incertitude, avec l'incertitude de la menace, en fait, de savoir est-ce que c'est vrai que ça va se passer comme ça aussi. Ouais. Mm-hmm. D'accord, donc, ok, bon, on voit qu'on a tous des exemples assez facilement disponibles à notre esprit de peur. C'est une émotion qui nous habite souvent et puissamment d'ailleurs. Revenons un petit peu sur cette peur physique ou mentale parce que c'est important de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être à la fois physique et mental. Alors, dans le bouddhisme, on se pose la question parce que ce qui est mental, c'est immatériel, c'est du côté de l'esprit, c'est nos manières de connaître, c'est du côté de nos émotions. Et ce qui est physique, c'est vraiment quelque chose qui a une base dans la biologie, dans ce qui se passe dans la sphère nerveuse, dans les muscles, dans les échanges d'informations, dans je ne sais pas si dans la peur, il doit y avoir des hormones aussi ou des choses qui sont impliquées dans ce processus. Donc, est-ce que les choses peuvent être... Est-ce que le fait de se figer, on la pointe du doigt, c'est ça la peur? Est-ce qu'on peut dire la définition, c'est le fait la définition de la peur, c'est le fait de se figer quand on est en face d'un problème. Et je vous ai dit, souvenez-vous, la définition doit être applicable dans toutes les situations pour être valable. Si je dis la définition d'un être humain, c'est Barack Obama, par exemple, non, parce qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas Barack Obama. Ce n'est pas une définition qui est... Oui, alors Barack Obama, c'est un être humain, mais elle n'est pas valable dans toutes les situations. Il faut que la définition, elle soit suffisamment de bonne qualité pour englober toutes les situations possibles. Et on voit qu'il y a des situations dans lesquelles on a peur, dans lesquelles il n'y a pas vraiment de manifestation physique forte. En tout cas, pas qu'on soit tellement consciente. Il y a peut-être une augmentation un petit peu du rythme cardiaque, mais dans l'angoisse, par exemple, il peut y avoir, je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours, ou dans des craintes qui sont très passagères dans l'esprit, je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours une transformation forte à ce moment-là du rythme cardiaque ou quels sont les autres symptômes de la peur? On se fige, on peut avoir des sueurs peut-être. Ou on file, ou on fuit. Oui, on peut fuir. Oui, on peut fuir. On se fige ou on fuit, ça c'est les deux options possibles. Donc, quel est le rapport de la peur avec le physique, avec la sphère physique, à la sphère
matérielle, on peut dire, du corps, avec notre machine, soit cérébrale, soit corporelle. Est-ce qu'on peut dire que la peur, elle est exactement, totalement unifiée avec notre corps, ou est-ce qu'elle est du côté de l'esprit? Et dans le bouddhisme, on ne peut pas avoir les deux. Si c'est du côté de l'esprit, ce n'est pas dans le corps. Une émotion, elle est immatérielle. Dans sa définition, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien entre les deux, mais dans sa définition, elle n'est pas dans le corps. Parce que quelque chose d'immatériel ne peut pas être matériel. Et vice-versa. Donc, est-ce que la peur, elle est dans le corps ou elle est dans l'esprit? Du côté de l'esprit, ça ne veut pas dire qu'elle est que dans l'esprit. Du côté alors, de du l'esprit. Du côté de l'esprit, alors. Ah, moi, je suis pas d'accord par rapport à ça. Ça dépend de l'intensité de la peur et ça dépend de la menace. Oui. Moi, j'ai un chien qui commence à me courir après en aboyant. Je pense pas que, enfin, ou autre chose. Oui, comme je disais, un bruit très fort. Je ne vais pas réagir. C'est un réflexe. Enfin, je vais pas réagir mentalement. Il va y avoir un réflexe de protection. Mais un réflexe peut être mental. Hein. On a des réflexes mentaux. Hein. On Oui. est bourré de réflexes mentaux d'ailleurs. Et je vais te dire, par exemple, prendre un exemple. Tu as peur. Je ne sais pas si quand on a peur, on a la chair de poule. Je ne sais pas si c'est vraiment Ça peut le arriver. cas. Oui, ça arrive. D'accord. Donc, si on dit que la chair de poule, c'est ça la peur. Donc, je regarde mes poils se dresser et je dis, c'est ça la peur. On peut se dire, c'est un peu bizarre de dire ça quand même. On dit, c'est une manifestation de la peur. C'est quelque chose qui naît de la peur. Mais quand je regarde un poil se lever, le poil qui se lève, c'est pas ça la peur. Hein. Ni les poils de tous mes bras. Si je me fige, on ne peut pas dire que c'est la définition de la peur, parce que moi, je peux me figer comme ça et je n'ai pas peur. Le fait de se figer, ce n'est pas toujours la peur. Le fait du rythme cardiaque qui s'accélère, on fait du sport, le rythme cardiaque s'accélère, ce n'est pas ça la peur non plus. Je prends des gouttes pour les yeux pour me faire un fond de l'œil chez l'ophtalmo. J'ai les pupilles dilatées ou j'ai pris de la cocaïne. Je ne sais pas lequel de ces substances dilate les pupilles. Mais à ce moment-là, je n'ai pas peur. Ces manifestations physiques, elles sont communes à d'autres choses. On ne ressent pas vraiment la même chose. Mais si on ne ressent pas vraiment la même chose, c'est parce que du côté de l'esprit, l'expérience est différente. Donc, il faut être vigilant à faire la différence entre ce qu'on appelle les émotions et le corrélat physique à nos émotions. Et le corrélat physique à nos émotions, c'est que parfois, quand on a peur, on se fige. Parfois, quand on a peur, on a le rythme cardiaque. Mais c'est différent de dire ceci est la peur ou c'est l'expression de la peur. Mais l'expression de la peur n'est pas nécessairement la peur. C'est juste l'expression de la peur dans le corps. On a toutes nos émotions qui véhiculent diverses manifestations dans le corps. Le stress crée diverses choses dans le corps, mais on ne peut pas regarder ou ouvrir le corps en disant c'est ça le stress. Non, le stress, c'est une expérience. C'est du côté de l'esprit. La peur, c'est du côté de l'esprit, comment je fais l'expérience d'un danger, par exemple. Même si on peut dire que dans le corps, il y a des corrélats. C'est-à-dire qu'il y a très souvent, quand on est en colère aussi, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui monte ici. Il y a quelque chose qui… Mais il peut arriver aussi que la colère cesse et qu'on ait toujours cette impression de choses qui montent. Et on le regarde, on n'est plus du tout en colère, mais on ne peut pas dire que ça, ce mouvement d'énergie dans le corps, cette chose qu'on ressent, un peu ce serrement, on ne peut pas dire que c'est la colère. C'est juste un corrélat physique, c'est comme un effet secondaire ou comme, comme un effet secondaire, on peut dire. Mais l'effet secondaire, en termes de définition, n'est pas nécessairement dans l'entité de la peur. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Et d'ailleurs, les poils qui se dressent, le rythme cardiaque qui s'accélère, le fait que je me fige ou que je fuis, ça, en termes de débat, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. C'est un corrélat de la peur. Et là, il faut vraiment être très clair, si on veut définir la peur, à ne pas tomber dans le problème d'une définition trop laxe, trop large, parce qu'après, si on veut chercher les causes à la peur et qu'on commence à avoir l'impression que ces manifestations physiques sont la peur, on va arriver à des
conséquences qui sont d'être trop imprécis dans les choses qu'on va apposer à cette peur. OK ? Donc, bien pour commencer, le fait de fuir ou de se figer, c'est un corrélat physique à la peur. Ce n'est pas la peur. Mais c'est très souvent dans la peur. Hein, très souvent dans la peur, il y a quelque chose de physique. Moi, je fais l'expérience de la peur quasiment tous les ans quand je pars en montagne. Je vais y revenir parce que c'est vraiment dans le propos de ce qu'on va voir cet après-midi sur les réflexes. Je pars en montagne très souvent et je bivouaque souvent plutôt en moyenne haute montagne, vers 2500-3000 mètres, là, à des endroits où il n'y a plus du tout d'arbres. Et en général, je marche en solo, donc je suis dans une tente et très souvent, il y a des orages. Et les orages en montagne, quand il n'y a plus d'arbres et qu'on est complètement exposé et qu'il y a des éclairs qui frappent tout autour, c'est très impressionnant. Et je fais attention à ces moments-là, parce que je suis obligé de méditer un peu, parce que c'est assez impressionnant, à observer et je sens des petites micro-impulsions dans mes mains, par exemple. Mais quand j'observe ça, ce n'est pas ça la peur, parce que là, j'observe, je vois juste c'est le corrélat, il se passe quelque chose dans le corps, parce que l'esprit il y a quelque chose qui apparaît dans l'esprit. Mais ça, c'est juste un corrélat physique, parce que je peux les regarder comme ça et pas avoir peur, ça demeure. Et en fait, parfois, il y a la peur et le corrélat physique qui dure, alors que la peur, bon, on ne la ressent pas vraiment encore. On pourrait dire c'est les séquelles. C'est les séquelles de la peur qui demeurent encore un petit peu dans le corps. Le corps a besoin de temps pour se calmer. Mais la peur, elle est plutôt du côté de l'esprit. Donc, essayons d'aller plus loin maintenant qu'on a vu qu'il y a une différence entre le corrélat, la peur et la peur elle-même. Comment on peut la définir, cette peur ? Est-ce que quelqu'un veut proposer une définition ? Sentiment d'être en danger. Le sentiment d'être en danger. L'ignorance sur un sujet, par exemple, le fait qu'il y ait un vide, qu'on n'ait pas de repère pour se rattacher, et du coup, ça crée la peur. D'accord. Alors, est-ce que dans la peur, il y a toujours une notion d'inconnu ? Non. D'ignorance, je dirais, pas forcément d'inconnu, mais… Alors, un exemple, par exemple, de peur dans lequel il n'y a pas d'inconnu ? Un exemple de… Si je suis face à un tigre et que j'ai peur qu'il me saute dessus, ce n'est pas vraiment une question d'inconnu. Oui. C'est quand même une probabilité. Il peut y avoir l'inconnu que tu ne sais pas s'il va vraiment te blesser ou si tu ne vas pas mourir quand même. C'est vrai. C'est comme ça. Et je dirais plus incertitude, comme tu as dit tout à l'heure, François. Ignorance. Moi aussi. L'incertitude. Est-ce que dans la peur, il y a toujours la notion d'incertitude ? Oui. Pas pour moi. Dans cette situation qu'on a définie, oui, on a l'incertitude de si le tigre il va venir, si cette chose dont on a peur va arriver, quand. Alors ça, c'est pour les effets de la peur qui sont physiques quand on a un danger devant soi, mais par exemple, les dangers mentaux, on a peur d'être renvoyé, on a peur de perdre des amis, on a peur de… Qu'est-ce qu'il y a comme type de peur aussi ? On a peur d'avoir mal. Peur de mourir. On a peur de souffrir. Ça, est-ce qu'il y a une notion d'incertitude là-dedans ? Oui, oui. On ne sait pas quand on va mourir, perdre nos amis, si ça va se faire ou pas. Il y a une notion d'incertitude. Donc là, on voit que l'incertitude, c'est déjà un bon candidat. On peut peut-être placer ce mot dans la définition. Qu'il y a quand même quelque chose à voir avec l'incertitude. Ouais. Tu disais, Catherine, toi, que c'est un sentiment devant le danger, d'être en danger. Est-ce que quand on a l'impression d'être en danger, c'est toujours nécessairement de la peur ? Ça peut être de l'angoisse aussi, oui, voilà. Est-ce qu'on peut regarder le fait d'être en danger et qu'il n'y ait plus de peur ? Parce que, par exemple, moi, je suis en danger, être humain. Je ne vais pas rester sans arrêt vivant.
c'est un danger. La mort, pour moi, c'est un danger. Est-ce que nécessairement, c'est quelque chose qui doit être conjoint avec de la peur? Alors peut-être que du coup, le mot danger ne convient pas parce que Ouais. pour moi, si tu n'as plus peur, c'est que tu ne le vois plus comme un danger. Tu vois? Ah, d'accord. Tu vois? Ok. Donc le danger, c'est nécessairement l'objet de la peur alors. Ce serait, voilà, ce serait ce que la peur interprète comme Si on étant un a, danger. si on n'a plus peur, il n'y a plus de danger? Si, bien sûr. Oui, alors bien sûr, il y a des dangers objectifs, oui. Comme quoi? Ben, on peut dire que c'est plutôt des problèmes que des dangers? Ouais, peut-être, oui. Ouais, Est-ce qu'il y a des dangers qui sont des dangers pour lesquels on n'a pas peur? On n'emploierait pas vraiment danger, hein. Non, on n'emploierait pas vraiment danger. On emploierait plus des problèmes. Oui, bah, c'est vrai, François, tu vas tomber malade un jour. Ce n'est pas un danger si j'ai plus peur. Oui, voilà, par exemple. D'un autre côté, tu pourrais dire quand tu vas en montagne et qu'il y a un orage, il est dangereux d'être en montagne quand il y a un orage. Tu pourrais dire Oui, ça. oui, il est dangereux même C'est si moi j'ai plus objectif. peur. C'est objectif. Il y a un danger objectif à être en montagne quand il y a un orage, je suppose. Ah, ouais. Enfin, j'y connais rien, mais. Non, mais il y a un danger objectif. Donc, Oui. c'est assez perturbant ce mot danger. Mais est-ce que pour autant tu vas avoir peur? C'est dangereux. Et pourtant, tu pourrais ne pas avoir peur. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est le sentiment d'être en danger. Tu vois? Je dis, enfin, c'est subtil. Mais parce que moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir le sentiment d'être en danger. Alors? On peut vivre dans une situation, par exemple, je suis en montagne et j'ai plus peur. Je sais que c'est un danger. Voilà. J'ai le sentiment qu'il y a un danger. Non, t'as pas le. Alors pour moi, tu n'as pas le sentiment. Tu sais qu'il y a un danger. Pour ça, j'ai employé le mot sentiment. Tu vois? Tu sais qu'il y a un danger, mais tu n'as pas peur. Tu n'as pas le sentiment d'être en danger. C'est différent. Enfin, c'est peut-être mal dit, si tu veux. Moi, j'ai parlé un peu spontanément. Hein, j'ai pas réfléchi. Alors, pourquoi il y aurait une différence entre savoir qu'on est. Parce que savoir qu'on est en danger, c'est un sentiment aussi. Hein. Ah bon, alors ça dépend comment on emploie le sentiment. Ouais. Hein. D'accord. Donc, toi, le sentiment, c'est plus l'émotion d'être en danger. Oui, l'émotion, si tu veux. Voilà, oui. OK. Et cette émotion, ce serait cette peur, mais il y a plein d'autres émotions que l'émotion d'être en danger. Il y a plein d'autres émotions qui ne sont pas la peur. La joie, par exemple, c'est une émotion. Oui. Donc si tu dis c'est l'émotion d'être en danger, oui, non, tu as raison. Si on a la joie d'être en danger parce qu'on est complètement insouciant, ça répond à ta définition. Donc, le sentiment d'être en danger, c'est pas encore suffisamment précis. C'est mal formulé, oui. Non, mais c'est pour ça qu'on en discute. Hein. Donc, allons un peu, avant de voir la définition, parce que là, on a encore plein d'étapes avant de la voir, est-ce qu'elle passe, cette peur, qui est cette expérience mentale, par une petite voix mentale, nécessairement? Au moment où on a peur. Ça peut être des images. Ça peut être des images. Je pense qu'il y a l'idée de ne pas contrôler, de pas faire face. Mais après, je ne sais pas si dans la peur, là, dans la peur aujourd'hui, tu inclus l'angoisse ou c'est différent parce que psychologiquement, dans des définitions en psycho, c'est différent. Donc, je ne sais pas là, dans le contexte bouddhiste, si la peur et l'angoisse sont vues comme une même chose, parce que sinon, effectivement, les objets ne sont pas les mêmes. Alors, en logique, deux phénomènes qui n'ont pas le même nom sont nécessairement différents, mais néanmoins, il se peut que l'angoisse soit une forme de peur. Oui. Ah oui. Mais elles sont différentes. D'accord. Parce qu'elles ont déjà, à partir du moment où deux choses ont deux noms différents, elles sont nécessairement différentes. D'accord. OK. Donc, est-ce que la peur est nécessairement discursive? C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà, à toutes les expériences qu'on fait, est-ce qu'on peut mettre discursif dans la définition de peur? En ce sens, est-ce que chaque fois que j'ai de la peur, j'ai une petite voix qui parle en disant « Oh, ça va m'arriver » ou est-ce que pas nécessairement? Ça, pour moi, c'est l'angoisse. Ça dépend, ça peut être… on conscientise la peur. Elle part du corps, je crois. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Elle part du corps, elle se manifeste avec des sueurs, envie de faire pipi, enfin, quoi. Et puis
Et on peut le conscientiser très vite. C'est-à-dire passer dans le domaine de l'esprit en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» et prendre une sorte de recul. Donc, elle est pas toujours en lien avec une petite voix mentale, alors? Ou alors, non, la voix mentale, elle vient après, pour moi. Alors, elle vient après, et c'est cette voix mentale, elle, là, c'est une construction culturelle, une construction de Ok. Catherine, tu voulais dire? Oui, je voulais dire, il n'est pas exclu que ce soit discursif, mais d'une façon tellement fugace et subtile qu'on n'en ait pas conscience. Ouais. Donc, Donc, moi, quand je suis en montagne et que j'ai peur, c'est quasiment presque simultané avec le fait que j'entende des bruits, par exemple. Je n'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, je sois en train de me dire le bruit, ça vient de l'orage et que l'orage va m'en prendre un sur la tête. Il y a quelque chose qui est presque automatique, qui est tellement rapide. Je doute qu'à ce moment-là, il y ait cette petite voix mentale qui se fasse cette réflexion, par exemple. Et puis, on voit la peur chez les chiens, par exemple. On parle de l'orage. Moi, j'avais un chien qui avait peur de l'orage. Je ne pense pas que le chien soit en train de se faire la réflexion. Oui, peut-être que ce 14 juillet, il a eu lieu un petit peu plus tard que prévu, en fait, que c'est Non, c'est quelque chose où dès qu'il y a le bruit, il y a une appréhension. Oui, c'est instinctif, moi je dirais. Il y a un côté. C'est instinctif. Ça ne l'est pas toujours. Non. Parce qu'il y a des peurs qui sont aussi construites à travers un raisonnement où on réfléchit et, par exemple, on a peur d'être renvoyé, et puis là, on se raconte l'histoire mentalement. Et là, c'est très discursif. Là. On se raconte l'histoire et on se dit, ouais, mais si mon patron, il voit que je n'ai pas fait du bon travail, il va commencer à me faire des réflexions, mais comme ce n'est pas la première fois, peut-être qu'il va en avoir assez, peut-être qu'il va me… Et là, c'est très discursif, la peur, par exemple. La peur, elle est vraiment ajouter quelque chose. Oui, Isabelle. En fait, il y a bien sûr les êtres pleinement réalisés qui ne ressentent pas la peur, mais aussi des hommes ordinaires qui n'ont pas peur. Vous vous souvenez de la journaliste Christine O'Krent qui faisait des reportages dans des pays vraiment dangereux? Elle disait que les journalistes de guerre, par exemple, ou qui faisaient des reportages comme elle, n'avaient pas peur, ne la ressentaient pas, sinon ils ne pourraient pas s'exposer à la mort ou à la prison. Ouais. Et alors, je me demande comment c'est possible. Ouais, on entend deux cas. Souvent, des gens qui vivent des situations sont très conscients de leur peur aussi. Ils se disent, ben voilà, je suis dans des situations qui sont très difficiles et je sais que de toute façon, je dois accepter la peur parce qu'elle est présente. Après, si dire qu'on n'a pas peur et ne pas avoir peur, c'est deux choses encore différentes. Parce qu'on peut dire qu'on n'a pas peur, mais est-ce que vraiment c'est le cas? Bon, peut-être que moi, je souhaite que les gens qui sont reporters de guerre n'aient pas peur. Hein. Et c'est intéressant ce que tu dis des êtres qui n'ont plus peur. Et simplement pour reparler de la place de la peur dans le bouddhisme, que j'ai noté dans mon introduction et que je ne vous ai pas dit, c'est que la peur, elle est centrale dans le bouddhisme parce que la voie spirituelle, c'est comment on finit par atteindre cet état sans peur, finalement. Donc la peur, elle est vraiment comment on finit par ne plus avoir peur. Les Bouddhas, ils sont, un de leurs épithètes, c'est des êtres qui sont sans peur, parce qu'on souffre de la peur, et on retrouve cette peur également dans la pratique de la générosité. Une forme de générosité, c'est de protéger les êtres de la peur. C'est un des autres endroits où on retrouve la peur dans le bouddhisme. On retrouve la peur également dans la peur de la souffrance qui génère en nous le souhait de prendre une direction saine dans notre vie. Parce que prendre une direction sûre, plutôt que saine, c'est ce qui doit nous protéger de la peur. On va prendre refuge vers les choses qui protègent l'esprit. En l'occurrence, la méditation, le développement de nos qualités, parce que ça protège l'esprit de la peur. Ok, donc continuons. La peur n'est pas nécessairement discursive. Bon, alors si elle n'est pas nécessairement discursive, est-ce elle peut être non conceptuelle également? On va le passer, ça c'est un petit peu technique. Est-ce que la menace, elle est nécessairement identifiable ou pas? Il y avait Annie qui voulait parler. Ah, pardon Annie. Non, je pense qu'on a fini par le dire. Moi, je me posais la question en t'écoutant
est-ce que le réflexe mental est discursif? Est-ce qu'à un moment donné, avant d'élaborer un réflexe mental, il y a eu la discursivité ou pas? Est-ce que le réflexe mental est toujours le même? Est-ce qu'il peut être conscient ou inconscient? Est-ce qu'on a élaboré un réflexe mental de manière consciente ou inconsciente pour finir, pour le rendre non discursif, de la même façon qu'on cherche à faire dans la méditation discursivité puis non-discursivité, de passer de la discursivité de l'analyse à la non-discursivité au placement. Et est-ce que ces mécanismes, quelque part, ne se réactivent pas de la même façon? Parce que la peur, c'est mental, je suis entièrement d'accord, et c'est juste, comme tous les facteurs mentaux, c'est un traitement d'information. Mais est-ce que ce traitement d'information, à un moment donné, il se déclenche certainement d'une manière non discursive, ça c'est certain, ça existe. Est-ce que ça peut être inné? Est-ce que c'est au cours de l'évolution personnelle que ça devient non discursif? Donc c'est sur ça que je réfléchissais et je voulais juste, voilà. Alors ça, on va le voir cet après-midi, le processus qui conduit à la création de la peur. Et on va voir qu'il y a évidemment la discursivité. Je vais prendre un exemple simplement, ce téléphone, pour montrer que ce n'est pas parce que sur le moment, il n'y a pas de discursivité que la discursivité, elle n'a pas été importante dans le processus du rapport qu'on entretient avec l'objet. Par exemple, ce téléphone, je le vois la première fois, je suis un être qui voyage comme dans Les Visiteurs. J'arrive au 21e siècle, je n'ai jamais vu de téléphone, je vois un Apple 12 qui en ce moment c'est la mode, tout le monde se l'arrache, je vois le téléphone, il n'y a pas une profonde avidité qui va naître de cet objet. Je vais regarder l'objet, je vais dire mais c'est quoi ce truc tout petit là, ça fait de la lumière, c'est bizarre, c'est pas très beau, c'est pas en bois, moi j'aime bien les trucs qui sont en bois ou en pierre ou en acier forgé. En plus, voilà. Donc, il ne va pas y avoir de projection de quelque chose d'extraordinairement attractif parce qu'on ne voit pas l'utilité de ça, on ne sait pas s'en servir. Maintenant, si cette personne, si Jean Reynaud passe un petit peu de temps, il s'installe dans le 21e siècle, il commence à avoir un métier et puis se dire c'est quand même vachement bien de pouvoir téléphoner, il va commencer à voir les différences entre les téléphones et que les gens à la télé, les gens importants, ils ont quand même des téléphones qui ressemblent plutôt à celui-là que le vieux Nokia qu'on avait il y a 10 ans. Et il va commencer à avoir cette discursivité de créer une histoire, de projeter des choses sur l'objet qui n'existent pas vraiment du côté de l'objet, mais qui, par habitude, va faire qu'à un moment, au bout d'un certain temps, il va avoir simplement le besoin de regarder l'objet pour que sans discursivité, immédiatement, il y ait « waouh ». Au moment où il le voit, il n'y a pas de se raconter d'histoire. Le racontage de l'histoire, c'est passé avant, mais au moment de voir la chose, hop, il y a un truc qui est incroyable, un réflexe presque, quelque chose de très presque non conceptuel, presque un instinct. Et pour la peur, c'est un petit peu pareil pour certaines des choses pour lesquelles on a de la peur. Il peut y avoir toute une phase de création de l'histoire et au moment où on rencontre la chose, comme pour moi, pour l'orage, il y a un bruit immédiatement, une réaction physique qui est corrélée avec un état mental, pas d'anxiété, d'appréhension. Oui, il y a du conditionnement. Le conditionnement, il fait énormément. Je pense que pour les araignées, il y a une partie de conditionnement aussi. Oui, pour les araignées, je pense qu'il y a un conditionnement culturel aussi. Il y a une habitude qu'on a d'avoir une aversion pour les araignées, mais ça pourrait être différent à certaines périodes de l'histoire aussi. Hein. Oui, je pense c'est aussi un peu l'histoire qu'on nous raconte, les livres pour enfants, les choses qui nous ont fait peur quand on était petits. Le loup, peut-être que ça faisait beaucoup plus peur aux enfants au Moyen-Âge, par exemple, que ça ne le fait maintenant. Peut-être que Paris, dans l'histoire, on a un rapport différent avec les animaux de ce type. Donc ça fait partie aussi de l'histoire de ce qu'on raconte des araignées. Donc, il y a des pays où on les mange. Quelqu'un est arrivé, non? Est-ce que tu as fermé, Philippe?
Ça vous dérange de peut-être aller voir si c'est sympa? Merci. Alors, la menace est-elle identifiable ou pas? Au moment où on a peur, est-ce que la menace est identifiable ou pas? Pas toujours. Pas toujours, on n'a pas toujours. Alors, est-ce que tu prendrais un exemple? Elle est sous la fleur, peut-être, la clé. Alors, un exemple où sur le moment de la peur, on ne sait pas quel est l'objet de la menace. C'est parce que ce n'est pas identifiable que ça crée une peur. Non, pas forcément. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de ce qui est non identifiable et de ce qu'on en a peur, et il y a la chose qui procure la peur sur le moment. Par exemple, la menace quand il y a un orage, elle est identifiable parce que j'entends un bruit. C'est le bruit. Mais est-ce que c'est vraiment le bruit la menace ou c'est ce que je vais projeter de ce qui pourrait venir du bruit, c'est-à-dire en l'occurrence un éclair qui me tombe dessus? C'est quoi la menace? Est-ce que c'est la chose qui va être le point de départ de ma peur ou la chose qui est, comme on a vu, inconnue au moment de la peur et qui est l'objet de ma peur? Oui, bien sûr que c'est la projection. Oui, c'est la projection. Puisque je peux même avoir peur de l'orage quand il n'y a pas de danger objectif que je prenne la foudre sur la tête, par exemple. Oui. Alors ça, c'est vrai, mais il faut être précis pour le cas ici. Dans le cas où j'entends un éclair, je suis dans ma tente, j'entends un éclair, est-ce qu'on peut dire que la menace, c'est l'éclair que je viens d'entendre? Non. Non? Bah non. Bah si. Bah, c'est elle qui va rajouter associer quelque chose qui est menaçant pour nous. Hein. Parce que l'éclair, il est déjà tombé à côté. Donc là, celui-ci, je ne l'ai pas sur moi déjà. C'est un facteur déclenchant d'une projection, en fait. Une association que tu fais. Tu vois un éclair et tu y associes le danger potentiel. Catherine, il pourrait être concerné. Il a ce qu'on appelle, et peut-être tu es mieux placé que moi de réfléchir sur ce terme, l'anticipation anxieuse. C'est un terme de psychologie qui est juste anticipation de quelque chose qui ne s'est pas passé, qui n'est pas venu, mais qui est déclenché par un stimulus. On ne sait pas si ça va se passer, mais au cours de l'entraînement individuel de chacun, on a vécu plusieurs situations comme ça et on finit par un stimulus, le bon ou le mauvais, peu importe, mais on peut se retrouver dans cette anticipation de quelque chose, c'est plus des sciences de la psychologie qu'on a ça, mais je pense qu'on s'approche dans les réflexions, dans les discussions de cette anticipation anxieuse. Et c'est un phénomène très, très puissant à mon sens. C'est pratiquement le même quand on rajoute la deuxième flèche dans toutes les perturbations mentales, quand on rajoute sur toutes les émotions, pour faire bref. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, ça, c'est… Alors, oui, l'anticipation anxieuse, parce que c'est vraiment là, c'est commencer à aller dans les arcanes de la peur, c'est voir vraiment comment ça fonctionne, parce qu'on voit que là, il y a deux choses. Il y a la chose qui est le stimulus qui va être le point de départ, finalement, de cette expérience, et la chose qui est inconnue au moment. Alors, la question, c'est est-ce que quand on a peur, il y a nécessairement cette chose qui apparaît dans notre esprit du risque de ce qui va pouvoir apparaître ou pas? Je ne comprends pas ta question. Alors, par exemple, j'ai un bruit d'orage. J'ai immédiatement peur. Est-ce que immédiatement, je me dis « Oh, l'éclair va tomber sur ma tête ». C'est-à-dire, est-ce que j'ai toujours à l'esprit qu'est-ce qui va pouvoir arriver au pire dans la peur? Est-ce qu'à chaque fois, parce que là on a deux choses, on a le stimulus, c'est-à-dire le bruit que j'entends, et puis l'objet de mon anticipation, l'objet de ma crainte, c'est-à-dire que ça tombe sur moi. Mais là c'est deux choses, c'est deux choses bien différentes qu'il faut séparer.
Ça dépend. Donc, la question, c'est est-ce que quand il y a la peur, il y a nécessairement à l'esprit l'image de ce qui pourrait arriver, de ce qui est incertain ou pas? Non, est-ce qu'on pourrait... C'est pas des constructions mentales, donc c'est plutôt de l'anxiété ou de l'angoisse. Il peut juste y avoir la surprise. Mais l'éclair te Alors surprend. attendez, on va essayer d'aller étape par étape. Jacqueline, tu dis dans l'angoisse, par exemple, excusez-moi, je ne veux pas vous couper. La peur, en fait, c'est la pulsion de survie, c'est-à-dire de la pulsion de vie. L'animal qui fuit devant le lion, c'est pour sauver sa vie. Et quand on a été éduqué, on nous a appris que l'orage était dangereux, mon petit ou ma petite, et il faut faire attention à l'orage. Ne pas aller seul dans la montagne quand il y a une menace d'orage. Et ça, c'est une anticipation anxieuse. La peur, elle est vraiment physique. La peur, c'est ben voilà, j'ai la gorge sèche, et qu'est-ce que ça me dit? Et là, si c'est qu'est-ce que ça me dit, j'ai la petite voix qui me dit fais attention à toi. Et c'est la naissance de l'anxiété, de l'angoisse éventuellement, et de la peur des araignées. Parce que moi, j'ai observé en montagne avoir aussi une forme de peur sans aucun corrélat visible physique. Hein. Et quand on observe l'esprit, quand on médite au moment où on a peur, ce qui est assez difficile parce qu'en général, quand on a peur, c'est difficile de stabiliser l'esprit, justement parce que c'est un peu perturbant, cette peur. Et on va voir à quel point, d'ailleurs, le calme mental, c'est un moyen de stabiliser cette peur. Mais il n'y a pas toujours à l'esprit, j'ai l'impression, mais vous me direz peut-être le contraire, hein, il n'y a pas toujours l'image de ce qui pourrait arriver au pire. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'on peut comprendre aussi l'angoisse, c'est que parfois, il n'y a pas vraiment identifié la chose qui est le pire, il y a simplement un sentiment d'appréhension sans qu'on sache vraiment vers quoi aller diriger cette appréhension. D'insécurité, oui, c'est un bon terme, je pense. D'insécurité, d'appréhension. François, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que la peur, c'est quelque chose de rationnel et l'angoisse d'irrationnel? Pas vraiment, parce que je pense que on peut avoir peur de choses qui sont... les gens qui ont peur de tout petits insectes, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est très rationnel? Parce que le risque de ce que le petit insecte peut nous faire, les gens qui ont peur de cafards, par exemple, les cafards sont quand même assez négatifs sur le moment. Oui, oui, mais tu sais, François, excuse-moi, j'en reviens, ils disent peur, mais ça ne veut pas dire que c'est le mot qu'ils utilisent, mais il se peut que ce soit plutôt une angoisse qu'une peur. C'est là où c'est délicat, tu vois. D'accord. Alors nous, on va essayer de voir si quelle est la différence. Ça va être à mesure qu'on en discute, on va essayer de pouvoir voir la différence entre la peur et l'angoisse, hein, savoir combien de possibilités on dit en langage de débat entre ces deux. Est-ce qu'elles sont mutuellement exclusives, c'est-à-dire si c'est de la peur, c'est nécessairement pas de l'angoisse, si c'est de l'angoisse, c'est nécessairement pas de la peur. Est-ce qu'elles ont 3 possibilités, 4 possibilités, ou est-ce qu'elles sont exactement la même chose? Bon, ça, on peut déjà un petit peu l'invalider parce qu'on peut voir que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, avançons un petit peu. La menace, elle n'est pas nécessairement identifiable, il me semble. Parce que, alors, il y a 2 choses. Il y a la menace comme elle l'est vraiment et la menace comme moi je la projette sur le moment aussi. Parce que quand il y a un chien qui a peur de l'orage, la menace, il ne la connaît pas vraiment en plus. Il ne sait pas vraiment que c'est un feu d'artifice le 14 juillet. Donc la menace, il ne l'identifie pas, mais il la projette, cette menace. C'est-à-dire qu'il la... Bon, il la projette, je ne suis pas dans l'esprit d'un chien, hein, mais... mais il y a, quand on a peur, parfois l'image de ce qui pourrait arriver au pire, ou si ce n'est pas le cas, en tout cas l'appréhension de quelque chose. C'est-à-dire que l'image mentale de la menace projetée, elle n'est pas nécessairement présente, il me semble. L'image mentale, l'image de ce qui pourrait arriver ou de ce qu'on s'imagine, elle n'est pas nécessairement présente parce qu'il n'y a pas nécessairement d'objet. Au premier moment de la peur,
quand elle est très instinctive, il y a une appréhension forte, alors qu'on ne sait pas vraiment à ce moment-là peut-être encore ce qui est la menace ou ce qui pourrait arriver au pire en tout cas. Oui, c'est l'exemple de l'araignée, ça. Oui. Oui. Peut-être que ça… L'araignée, oui. ça me semble plus complexe, mais je pensais par exemple quand tu es absorbé dans tes pensées occupées, que quelqu'un surgit dans la pièce. Tu as raison, c'est vrai, on a un sursaut, mais pour autant, effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas d'image de ce qui pourrait arriver. Effectivement. Il ne me semble pas, oui. Ouais. 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 Ok, donc alors on va poursuivre. Est-ce que la menace, elle est nécessairement existante ou pas? Non. Non, bon, ça on est assez clair là-dessus. Hein. Un exemple de menace existante? On peut rester sur l'orage si on est en montagne. C'est un bon exemple, je trouve. Oui, ou un pays en guerre. Un pays en guerre. Oui, un pays en guerre, voilà. Et la menace non existante? Une projection qu'on fait sur… Par exemple, quand moi, par Pardon, exemple, Aïda, j'ai pas non existante. La fois dernière, quand je suis rentrée dans le théâtre, en fait, comme déjà ma porte était ouverte, je pense que j'ai déjà dû créer un scénario. Et puis, en fait, j'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la pièce, alors qu'en fait, c'était avec le rideau, et puis une chaise, en fait. Donc, c'était pas existant, en fait. Mais j'ai quand même eu… Alors, on voit là, il y a deux choses. Il y a du côté de l'objet, la menace est non existante, mais du côté de l'esprit, elle est existante. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai que comme déjà à la base, la porte était ouverte, ça m'a un peu déstabilisée. Parce que normalement, tout est fermé, sécurisé, bref. Donc. N'hésitez pas ici, hein, Philippe. Et ton prénom, c'est Eugénie. Merci, Eugénie. Eugénie, si tu veux intervenir, hein, c'est avec plaisir. Hein, je suis désolé Hein, n'hésite pas. Hein. Philippe, pareil, hein, si tu veux, ça me ferait plaisir de vous entendre. Ça me rappelle en bouddhisme, il y a l'image d'une corde qui est perçue comme un serpent. Exactement. J'ai pensé à ça quand Malika en parlait. Et cet exemple, il est fondamental pour comprendre la vacuité parce qu'il est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une projection mentale. On a une corde en face de nous, un soir qu'on marche dans la nature. Moi, ça m'arrive de courir et comme j'ai croisé en montagne beaucoup de serpents, de voir une branche et d'imaginer au moment, je vois la branche, à ce moment-là, la menace, elle n'est pas existante du côté de l'objet, mais elle est existante du côté de mon esprit. Et c'est cette différence entre ce qui existe du côté de l'objet et ce qui existe du côté de mon esprit qui crée un petit peu la peur. Parce que vraiment, moi, j'ai l'impression qu'elle existe. Pendant un quart de seconde avant que j'ai vraiment identifié dans mon esprit qu'il y a que ce n'est pas un serpent, mais simplement un bout de bois, même qui ne ressemble pas forcément à un serpent, hein, ça peut être très rapide. Hein. Quand on court, en plus, on va vite. Mais la menace, elle apparaît comme existante à mon esprit, mais elle n'existe pas vraiment. Et ça, il y a une vraie différence. Aïda, tu voulais tu voulais trouver un exemple? Non, je disais comme par exemple pour les araignées, on croit qu'ils vont le tuer alors que… D'accord. C'est pas possible. Alors, on avance un petit peu. Est-ce que la peur, elle est nécessairement déplaisante? Oui. Alors, j'imagine que non, parce qu'il y a des gens qui adorent les manèges. Moi, je déteste ça, mais il y a des gens qui adorent les manèges qui, moi, me feraient peur. Et apparemment, il y a des gens qui aiment ça. Mais je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas peur, je ne sais pas. C'est juste qu'ils aiment les sensations fortes, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont une appréhension, par exemple, quand on est dans un manège et qu'on passe un bon moment? Moi, j'en ai un. Aux Tuileries, il y a un énorme truc, un truc qui tourne avec une nacelle qui monte à 50 mètres. On se retrouve la tête en arrière. Ça va, je crois, 120 km/h. Moi, j'adore faire ça. Ah bon, alors voilà. C'est vrai que quand on arrive au-dessus, il y a toujours un petit moment où on a une appréhension en se disant on a quand même entendu ces histoires de nacelles qui se débloquaient et c'est bien sécurisé. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a un moment de peur. Mais quand on est dans le truc qui tourne… C'est pas déplaisant, j'imagine, sinon tu ne le ferais pas, oui. C'est pas déplaisant et je n'ai pas l'impression que ce soit de la peur parce que je n'ai pas d'appréhension à ce moment-là. On prend simplement plaisir à le faire là, à ce moment-là. Est-ce qu'on ne confond pas le comportement à risque? Parce que on peut avoir un comportement à risque qui est très plaisant
parce que ça stimule au niveau hormonal le comportement à risque, ça stimule, ça donne une satisfaction. Et pour les autres, pour ceux qui contemplent, pour les spectateurs, ça fait peur. Mais pour celui qui s'exerce dans un truc risqué, peu importe, ça peut être alpinisme, ça peut être manège, c'est une excitation qui est quelque part ressourçante, tant qu'il ne sait pas casser la gueule. Alors, est-ce que dans la peur, il y a nécessairement une expérience déplaisante? Oui. Qui dit oui? Alika, Moi, c'est toi qui dis oui? Non? La peur, elle est déplaisante. La peur est nécessairement déplaisante? Ah non, parce que quand on regarde des films d'horreur, on aime bien, enfin, on se met quand même dans un film où on sait qu'il va se passer des trucs, etc. Et ça, c'est excitant quelque part. Ce n'est pas comme le manège. Est-ce que c'est pas comme le manège dans ce cas-là? Est-ce que c'est pas comme le manège? Est-ce qu'on a vraiment peur à ce moment-là? Ah oui, parce que moi, pareil, bah oui, parce que des fois, je tourne même, on tourne le... Enfin, voilà, quoi, c'est... Mais Malika, c'est que de l'excitation. C'est de l'excitation parce que tu sais que le monstre de l'écran, il ne va pas s'asseoir à côté de toi sur le canapé. Tu as la certitude, tu as la distance de la certitude que tu n'es pas menacé. Au fond de toi, tu n'es pas menacé. Tu excites ton cerveau sur un jeu quelconque, mais tu n'es pas... alors c'est intéressant parce que, par exemple, quand le film il s'arrête, ça m'arrive de laisser la lumière allumée pendant pas mal de temps parce que j'ai encore les chocottes. C'est l'inertie de ton esprit. Il s'est mis en mouvement. Donc le temps que ça se calme, il a l'inertie émotionnelle. Il a toutes les traductions corporelles. Le temps que ça se calme, ça prend du temps. D'accord. Et puis, il y a toutes les expériences. Je ne sais pas vraiment. Alors, sur l'exemple du film d'horreur, on peut avoir l'appréhension quand on voit quelqu'un qui avance dans un couloir, il y a des portes et on sait qu'il y a quelque chose qui va surgir d'une de ces portes. Surtout quand on met la musique qui va avec. Et ça prend du temps, il ne se passe rien. Et là, on est dans une forme d'appréhension Alors, la question qu'on peut poser, est-ce que l'appréhension, c'est nécessairement de la peur? Alors, il y a une forme d'appréhension, là, on appréhende, on se dit, il va se passer quelque chose, mais c'est pas... C'est excitant. C'est excitant pour les gens qui aiment le film d'horreur. Exactement. Elle ne va pas évoluer vers la vraie peur. C'est juste de l'excitation. L'appréhension, ce type d'appréhension. Alors, la question, c'est est-ce que l'appréhension, c'est nécessairement de la peur? Non. Non. Ah. Pourquoi pas? Parce que la peur, on a une connotation que c'est nécessairement négatif. Est-ce que c'est le cas? Personnellement, je n'ai jamais regardé de film d'horreur. Et pour moi, la peur, c'est toujours un désagrément. C'est toujours une expérience qu'on ne veut pas. Oui. C'est ce que je Alors là, d'expérience, je pourrais vous dire que dans le bouddhisme, il y a une autre vision à cette peur, qui n'est peut-être pas celle qu'on a, nous, de notre culture, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans cette journée sur la peur? Est-ce qu'on doit simplement observer la peur comme nous, occidentaux, on la perçoit, ou de l'ouvrir un peu plus à cette proposition bouddhiste que la peur peut-être et pas nécessairement quelque chose qui est problématique? Tu parles peut-être de la peur comme un garde-fou, la peur qui protège. La peur qui protège? La peur qui protège? Oui, exactement. Alors ça, on va y venir à ça. La peur qui protège, est-ce que la peur est nécessairement un problème? Donc, restons un petit peu sur l'expérience, parce qu'on n'a pas vraiment conclu là-dessus. Est-ce que la peur est nécessairement déplaisante? Moi, je sais que si je dis l'appréhension et que je rends équivalent la peur et l'appréhension, je sais qu'il y a des appréhensions qui sont bénéfiques. Exactement. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un danger et cette appréhension va me servir à éviter le danger aussi. Oui. Et sur le moment, j'ai même plutôt une joie de savoir que j'appréhende la chose parce que je sais que si je n'avais pas appréhendé la chose, je serais peut-être, par exemple,
je sais qu'il y a une vipère à 1,50 m dans un fourré, j'appréhende, j'ai une forme d'appréhension, mais maintenant que je le sais, je ne vais pas aller marcher, donc je vais faire un petit détour. Donc, je peux avoir une appréhension et au même moment, une forme d'expérience plaisante en me disant « Waouh, c'est quand même cool que je le sache maintenant ». Je suis encore un peu dans cette appréhension, mais j'ai une forme d'expérience plaisante parce que je me dis « Ah ben, heureusement que je le sais, c'est quand même… » Non? Oui, oui. 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 Ou pas? Si, je suis d'accord avec toi, mais du coup, il y a la connaissance qui te protège, l'appréhension qui t'empêche d'aller vers le danger et la peur qui t'envahit un peu quelque part. Et ce sont deux choses tout à fait différentes. C'est pas la peur de… La peur qui protège, c'est la peur de ne pas faire un faux pas dans le sens littéral et dans le sens figuré, un faux pas dans les préceptes, dans tout ce qu'on s'engage de faire. Mais c'est plus une connaissance maîtrisée. Ah, waouh! Hyper intéressant ça. Hyper intéressant, c'est-à-dire que dans la peur qui est un petit peu… La peur dans le film d'horreur, par exemple, on a cette peur qui est quand même maîtrisée. On sait qu'il n'y a pas… On sait que ce n'est pas quelqu'un qui va sortir de l'écran pour venir avec une hache pleine de sang tout à coup nous trucider. On sait que ça reste… enfin, on ne le sait pas, peut-être sur le moment, on ne le sait pas vraiment. On oublie, comme on est spectateur, on oublie un peu, mais on sait que le danger, il est circonscrit dans une certaine mesure. Et tu as raison, si je sais qu'il y a une vipère dans le buisson en face de moi, ma peur n'est pas hors borne, elle n'est pas en dehors du sentier, elle est circonscrite par la connaissance que oui, je sais que l'incertitude, elle est limitée là. On parlait tout à l'heure de l'incertitude. L'incertitude est limitée parce que je sais un peu le genre de risque que je vais pouvoir courir. Alors que dans la peur, cette notion de savoir l'étendue du risque, elle peut être, enfin dans la peur invalidante, dans la peur qui est vraiment fort, on ne sait pas l'étendue où on projette une étendue qui est bien au-delà de ce qui peut vraiment arriver. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, ça. Je prends des notes en même temps sur l'ordi pour m'en souvenir, parce que je trouve que c'est appréhension. OK. Mais est-ce que dans la peur, on peut se poser la question, est-ce que dans la peur, on est toujours totalement irréaliste dans l'imagination de ce que pourrait être le danger? Non, parfois c'est aussi assez limité quand même. On n'est pas toujours… Ça, c'est dans les très grandes angoisses. Oui. Dans les très grandes angoisses, on a quelque chose qui est… où le danger, il est énorme. Il est énorme, mais c'est des gradients, ça. C'est des gradients d'intensité. Et là, on peut se dire que la peur qui est peut-être bénéfique, c'est celle dans laquelle l'incertitude, elle reste comment dire, dans certaines limites. Oui. Exactement. Dans les limites de l'observable, j'irais à dire. Parce que dans les limites de l'observable. Parce que quand notre capacité d'observer est dépassée par la peur, c'est là qu'on est de plus en plus bloqué. Et quand on parlait tout à l'heure angoisse versus peur, il y a si vous voulez, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il y a peut-être l'angoisse qui est différente de la peur et c'est un degré différent. Il y a aussi l'état de panique, il y a le trouble panique où on est complètement paralysé. Là, ça s'approche de la tétanie. On peut ne pas être tétanisé, on peut être en mouvement, mais être complètement trouble panique. Donc, on est complètement dans une illusion complète, mais qui est très invalidante. Et on est complètement coupé de la réalité. Oui. On est dans un état un peu second.
et on est absolument déconnecté de tout ce qui peut rationaliser le discours mental. Ok. Donc, peur déplaisante ou plaisante, on peut ne pas trancher à ce moment-là, hein. Moi, je pourrais demander à mes maîtres s'ils ont une idée là-dessus. Est-ce que c'est nécessairement plaisante? J'ai tendance à croire qu'elle peut être les deux. Qu'elle peut être à la fois neutre, à la fois déplaisante et à la fois plaisante. Mais à vérifier. Ça, c'est pas masochiste, ça? Non, parce que dans le cas où on a identifié vraiment la peur, on a quand même une appréhension parce qu'il y a un danger, mais on n'est pas on n'est pas hors norme, on n'est pas sorti des barrières de ça peut être et elle est gardée consciente, cette peur aussi. Elle est gardée consciente parce que ce n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on garde conscient. Dans le bouddhisme, il y a des peurs qu'on doit développer. Alors, c'est la traduction qui est mise, hein. Il y a des peurs qu'on doit développer, des appréhensions qui sont bénéfiques. Ah bon? Oui, mais ce n'est pas dans le sens de peur invalidante, et c'est d'ailleurs, ça va être notre mission de trouver vraiment la différence entre cette peur invalidante qui est problématique et cette peur bénéfique qui est une appréhension qui nous rend service. Alors, on continue maintenant. Est-ce que la peur, elle est nécessairement dirigée vers quelque chose qui a lieu? La peur, elle est trois temps. Est-ce que la peur, elle est liée vers quelque chose qui peut arriver à l'avenir, qui arrive dans le présent, ou est-ce qu'on peut avoir peur de quelque chose dans le passé? Oui. Par exemple? Peur que ça se reproduise, mais ça, oui, c'est une expérience traumatisante, on a peur qu'elle se reproduise. Ça peut arriver. Pour une expérience présente, la peur présente au présent, ben, oui, mais c'est une expérience, c'est beaucoup culturel quand même, mais c'est quand même, ça passe par le corps. Même si c'est quelques instants, ça passe par le corps. Ce qu'on appelle aussi le stress de la vie, qui est quelque chose qui nous pousse, qui nous fait avancer. Et quand il devient très important, là, il devient invalidant. Ça ne peut pas aller jusqu'à la panique, comme disait Madame tout de suite. Hein. Okay. Et ça, c'est en envisageant dans le futur. Alors là, du coup, c'est plus de la peur. Là, c'est vraiment de l'angoisse, de l'anxiété ou de l'angoisse. Ok, donc pas forcément de l'angoisse. Alors, la peur qui est... On va déjà prendre le passé. Est-ce que la peur peut être dirigée vers le passé? J'ai peur de quelque chose qui est arrivé. Alors, c'est un petit peu compliqué. Une insécurité chez toi, oui. C'est un petit peu ton enfant intérieur qui a peur, c'est pas toi quelque part. Voilà, c'est ça. Disons que c'est compliqué ta question parce que c'est vrai que tu as peur au présent, au fond. Si tu réfléchis rigoureusement, ta peur, elle est au présent, c'est sûr. Ma peur, elle est au présent. Mais en fait, la peur, quand je dis elle est dirigée, est-ce que j'ai peur d'un danger qui peut arriver, qui est déjà arrivé? Est-ce que j'ai peur? Oui. Prends les gens qui ont un vécu de stress post-traumatique, un truc très à la mode. Il y a une espèce de rumination négative permanente de ce qui est arrivé. Mais c'est du conditionnement. Alors, c'est au présent, je suis d'accord. Hein, c'est pour ça que je ne sais pas répondre à ta question. Mais est-ce qu'eux n'ont pas peur? Est-ce qu'eux n'ont pas peur que c'est quelque chose qui puisse se répéter? Et c'est ça leur peur? Oui. Le conditionnement. Disons qu'ils ont peur d'un scénario qui se font, c'est vrai. Ils peuvent avoir un sentiment de très négatif au souvenir des choses qui se sont passées pour eux, mais est-ce qu'ils ont peur de quelque chose qui de toute façon est plus arrivé? Non, ou est-ce qu'ils ont peur que ça continue? Ils ont peur que ça continue d'une manière ou d'une autre, effectivement. Parce qu'on peut avoir aussi peur de l'angoisse. Ça, c'est une forme de peur qui est très sournoise. On peut avoir peur de l'angoisse ou avoir peur de la peur. Mais je crois qu'en tout cas, c'est soit dirigé sur quelque chose qui a lieu maintenant, la peur, ou soit dirigé vers quelque chose qui a lieu à l'avenir. Il me semble. Hein. Oui, je suis d'accord.